Salut à tous. Salut. Alors depuis quelques années maintenant, je sais pas si vous le savez, mais on est tous les deux entourés de naturalistes. Oui. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, me concernant, il s'agit de Léna alias Carabette qui vous propose de l'entomologie sur ses réseaux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un projet un peu plus entre guillemets de mon côté. Ça va être un projet en rapport avec l'ornithologie, qui est plus du côté de Manon, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram en lien dans la description. Et ce projet qu'on a choisi, c'est le projet BirdNet Pi qui vient de Raspberry Pi et BirdNet. Oui, parce qu'en fait, BirdNet, c'est un projet qui a été développé par l'université de Cornell. Et ensuite, le Raspberry Pi, c'est le Raspberry Pi. Sauf que en mixant les deux, on va pouvoir faire de la reconnaissance en intelligence artificielle de chants d'oiseaux. Et donc en plaçant le Raspberry Pi et un micro sur notre préau, on va pouvoir analyser toute l'avifaune qui nous entoure, à savoir la faune des oiseaux. Alors pour le coup, c'est absolument pas réservé à l'atelier, que vous soyez passionné d'ornithologie ou pas du tout, de toute façon le projet reste hyper intéressant à voir. Vous allez vous rendre compte, vous allez réaliser comment fonctionne un système de modèle prédictif de reconnaissance de son d'oiseau. Vous allez voir comment fonctionne une intelligence artificielle en analyse spectrographique. Bref, ça va être super cool, on a hâte de vous présenter tout ça. On s'y colle? Pour s'y coller, il faut commencer par le Raspberry Pi. C'est parti. Ça, j'en ai marre, là, on est en plein mois de décembre, il fait 40 degrés, là. Pourquoi tu râles, là? Il fait bon, on vient de faire la cloison, c'est génial. Dis rien, il y a les abonnés, là, ils savent pas encore qu'on a construit la paroi. C'est vrai que vous l'avez pas vu. Mais alors pourquoi tu râles? Ah, parce que on a encore une sponsor NordVPN. Alors tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut utiliser, et qu'on utilise nous-mêmes, un système anti-tracking, un système bloqueur de publicité, un système anti-phishing. Donc c'est bon cette fois, NordVPN. C'est vrai que t'as raison. Dans ce qu'il faudrait, ça serait que l'offre elle change, parce qu'on sait tous aussi qu'il y a 4 mois gratuits, machin, etc. Donc ce qui serait bien, c'est que tu t'abonnes à NordVPN, que tu bénéficies des mois gratuits et qu'en plus on donne une carte cadeau Amazon. Ça serait une vraie offre. Ah, ça c'est pas con ça. Ça voudrait dire que les gens ils regardent l'épisode DIY, un épisode DIY pas trop cher si possible, et avec les sous qu'ils vont obtenir grâce à la carte cadeau Amazon qu'ils ont obtenu avec leur abonnement NordVPN, ils se payent le matos pour refaire l'objet que t'as construit dans ta vidéo. C'est exactement ce qui est dit dans le brief de NordVPN. Oh, incroyable. C'est parfait. Sponsor NordVPN du coup. C'est parti. Vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui est en collaboration commerciale avec NordVPN, ça faisait longtemps. Et en plus, on a une offre un peu différente cette fois-ci, je peux vous garantir, ça va tâter de la carte cadeau Amazon. Bon alors vous le savez déjà, NordVPN c'est d'abord un VPN pas cher avec des serveurs partout dans le monde qui permettent de masquer votre adresse IP, mais c'est aussi bourré de fonctionnalités avancées comme la protection anti-menace par exemple. Ça vous protège par exemple des sites malveillants, des attaques de phishing, des publicités trop intrusives, bref, que des fonctionnalités qu'on utilise avec Artus pour tous les jours parce que quand on bosse dans la chaîne YouTube, on va aller beaucoup sur des sites étrangers, des forums qu'on connaît pas très bien, on connaît pas la fiabilité. Et avoir des protections avancées comme ça peut être très pratique. Et il y a aussi la surveillance continue du dark web, ce qui veut dire que si vous identifiant ou leaker quelque part sur le dark web, vous serez au moins prévenu. Bref, vous l'aurez compris, NordVPN c'est bien plus qu'un simple VPN. Alors comme on va parler d'un projet pas cher qui contient, je sais pas moi, une carte son USB et un micro-cravate par exemple, en vous abonnant à NordVPN, vous allez bénéficier de cartes cadeaux Amazon entre 10 et 30 € et sur l'abonnement de 2 ans, vous allez carrément avoir 4 mois supplémentaires gratuits en plus des cartes Amazon. Bon, c'est largement de quoi se payer ce petit kit qui vous permettra de vous éclater et à détecter les oiseaux autour de vous. Donc si tout ce qu'on vient de vous dire vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Vous avez jusqu'au 9 janvier pour bénéficier de cette offre et pouvoir aussi vous acheter avec les cartes cadeaux tout le matériel de cette vidéo. Foncez dans la description si votre curiosité a été piquée ou si vous vous intéressez à ces offres NordVPN. Merci à NordVPN. La suite de la vidéo dès maintenant, et puis allez en description. C'est parti. Hop, le Raspberry Pi, il est là. L'alimentation, elle est là. Allez, go. Bon alors vous commencez à avoir l'habitude, quand il s'agit d'un projet Raspberry Pi, on se retrouve dans le bureau pour la première configuration. Là, on va utiliser pour BirdNet un Raspberry Pi 4. Le truc, c'est que j'ai essayé avec un Raspberry Pi 3B+, comme c'est indiqué sur le projet, ou même un Raspberry Pi 5, et ça n'a pas fonctionné. Donc je vous conseille vivement pour le moment d'utiliser un Raspberry Pi 4, et on vous met tous les liens dans la description. La première des choses à faire, évidemment, ça va être d'installer un OS, un système d'exploitation, qui va nous permettre ensuite d'installer toute l'interface de BirdNet. Comme toujours avec le Raspberry Pi, on se munit d'une carte micro SD, on la relie à l'ordinateur, et on y installe Raspberry Pi OS. Comparé au début du Raspberry Pi, maintenant pour installer un OS, c'est super simple et pour le configurer aussi. On va passer par le Raspberry Pi Imager, vous le téléchargez en lien dans la description, vous l'installez et ensuite la première des choses à faire, ça va être de choisir le modèle au travers de l'interface. Donc là, on choisit le Raspberry Pi 4. Et au niveau de l'OS, on choisit ce qui est recommandé encore une fois par BirdNet, à savoir Raspberry Pi OS 64 bits Lite en version Debian Bullseye. Et ensuite, on choisit le stockage. Le stockage, du coup, j'en ai qu'un, c'est la carte micro SD que je viens de brancher à l'ordinateur. Quand on va cliquer sur suivant, il va nous proposer d'appliquer une customisation de l'OS. Et ça, c'est ultra important et c'est super pratique parce qu'on va pouvoir déjà renseigner les identifiants de notre réseau Wi-Fi et on va pouvoir aussi activer l'accès à distance. Donc on va modifier les réglages et là vous voyez j'ai choisi un nom d'hôte qui s'appelle birdnet-lfp. J'ai pu définir un nom d'utilisateur et un mot de passe, configurer
configurer le Wi-Fi ainsi que l'activation du SSH avec un mot de passe pour l'authentification. On enregistre, on applique les customisations de l'OS et on formate et on installe. Et donc ça y est, maintenant on a notre système d'exploitation qui est sur notre carte SD. Donc on vient insérer la carte dans le Raspberry Pi et il n'y a plus qu'à l'alimenter. Alors le Raspberry Pi 4, il est alimenté en USB-C. Et je vous conseille très fortement d'utiliser une bonne alimentation comme celle qu'on a juste ici, c'est-à-dire l'alimentation officielle de la Raspberry Pi Foundation. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui avaient des problèmes avec le Raspberry Pi, ils pensaient qu'il était cassé, qu'ils avaient mal fait les choses, et ben en fait tout simplement c'était l'alimentation qui n'était pas bonne. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de se connecter à distance avec le protocole SSH qu'on a activé plus tôt. Donc pour ça, dans Windows, et les commandes sont à peu près similaires pour macOS, on va rentrer CMD dans la barre de recherche, ça va nous ouvrir l'invite de commande, et on va rentrer la commande SSH pour se connecter en SSH. On va indiquer notre nom d'utilisateur qu'on a renseigné plus tôt, à savoir Pi de mon côté, et ensuite on fait arrobase et l'adresse IP. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il va demander une vérification d'authenticité. Nous, c'est la première fois qu'on se connecte. Et ensuite, il demande le mot de passe. Donc nous, notre mot de passe, c'était Raspberry. Bon, alors nous, notre nom d'utilisateur, c'était Pi et le mot de passe Raspberry. Ça, ne le faites absolument pas. C'était les anciens mots de passe par défaut. Maintenant, c'est pas du tout recommandé de faire ça. Donc mettez bien, vous, vos propres identifiants lorsque vous configurez le Raspberry Pi. Donc maintenant, ça y est, on est connecté à distance à notre Raspberry Pi. Et la première des choses à faire, c'est de le mettre à jour. Donc on tape sudo apt update. Ensuite, on veut faire l'installation des mises à jour. Et là, on fait apt upgrade. Et ensuite, on veut que tout soit fait à la suite de manière automatique. Donc, on va lui mettre -y pour yes s'il y a besoin d'une confirmation lors des commandes. On fait entrer. Et normalement, là, il va chercher les mises à jour, les installer. Et on se retrouve dans quelques instants pour installer Burnet. Donc là, notre Raspberry Pi est à jour, donc c'est le grand moment, on va pouvoir installer Burnet. Et l'installation, elle est super simple, vous avez les liens dans la description du projet GitHub encore une fois. On descend un petit peu et on suit ici le guide d'installation. Concrètement, il suffit juste de copier cette commande, de la coller, d'appuyer sur Entrée et d'attendre le redémarrage du Raspberry Pi. Ça fait moins de 5 minutes, ça dit que l'installation est complétée et ça a redémarré, donc forcément on a été déconnecté. Donc maintenant, on a Burnet sur notre Raspberry Pi et c'est Baptiste qui passe à la suite. Il est donc temps de mettre ce petit Raspberry Pi dans un boîtier et comme d'habitude avec les Raspberry Pi 4, ça chauffe beaucoup. Donc on a retrouvé un vieux kit, la Beast, qui ne s'appelle plus du tout la Beast, mais on vous le met quand même en lien dans la description, qui s'appelle maintenant un nom imprononçable avec un X et je ne sais pas quelle lettre, mais c'est exactement le même boîtier et à l'intérieur c'est un kit avec des petits heatsink pour le refroidissement et tout, donc je vous fais ça tout de suite. Ok, c'est bon, maintenant on a notre Raspberry Pi dans un petit boîtier qui va bien et pour le coup on a notre alimentation officielle, toujours très important pour faire fonctionner correctement le Raspberry Pi 4 et en fait la suite c'est d'y installer un micro. Alors en ce qui concerne les micros, ce qui est recommandé, ce sont des micros qui sont les plus utilisés par la communauté des gens qui vont aller faire vraiment de la recherche avec Burnet et c'est souvent des micros qui peuvent aller entre 200 et 500, 600 euros. Ce qu'on s'est dit avec Artus, c'est qu'on allait pouvoir essayer ça avec des micros beaucoup moins chers dont on vous met les liens dans la description et on a trouvé un petit micro TRRS qui va être donc alimenté directement par le Raspberry Pi et qui coûte vraiment pas cher. Il coûte combien? Une dizaine d'euros. Ouais, aux alentours de 10 euros. Et on va pouvoir l'installer dessus au travers d'une carte son USB qu'on va brancher directement sur le Raspi. Pareil, on vous met tous les liens en description. On a fait en sorte d'aller au moins cher et au plus efficace et on s'est rendu compte qu'on avait des résultats qui étaient probants, donc vous pouvez vraiment utiliser ce matériel-là pour votre projet si vous le reproduisez pour vous-même. Je l'installe, il suffit de la brancher en USB au boîtier. Hop. À partir de là, j'ai une entrée jack sur laquelle je peux brancher le micro et on va même installer la petite bonnette qui permettra de retirer les éventuels bruits de vent qu'on pourrait rencontrer puisqu'on va le mettre à l'extérieur. Alors, il faut savoir que par contre avec ce setup là, vu qu'on n'a pas payé très cher, on a un petit hiss, un petit bruit de fond qui est très aigu, qui se situe vraiment en haut du spectre et qui tourne un peu tout le temps. De ce qu'on a vu, de ce qu'on a testé, ça fonctionne quand même très bien malgré ce petit bruit de fond. Ça ne gêne pas la détection des éventuelles espèces qu'on va pouvoir rencontrer. Bon, on y va, on va l'installer à l'extérieur.
Pour le coup, BirdNet, enfin du moins le Raspberry Pi et le micro, on va l'installer de ce côté-là de l'atelier parce que vous le remarquez pas, il fait nuit, mais il y a déjà une mangeoire qui a été installée il y a quelques mois par Baptiste et Manon et ici des boules de graisse. Alors je vous le dis parce que c'est important et parce que je l'ai appris, les boules de graisse c'est bien parce que ça les nourrit en hiver, mais il faut pas les installer en été parce qu'en été l'oiseau il se nourrit naturellement des insectes. Il a besoin de plus de protéines que de graisse en été. Profite pour te couper juste 2 secondes, c'est que ce petit boîtier là, il a aussi un emplacement pour mettre un Raspberry Pi caméra. Donc vous pourriez éventuellement, si vous voulez vous éclater et que vous êtes chaud du DIY, rajouter une Raspi caméra et faire tourner en plus une vidéo des sons que vous entendez. C'est-à-dire qu'il y a un son et en plus vous pouvez voir les oiseaux s'ils s'approchent du Raspberry Pi. Si je vous dis ça, c'est voilà, c'est bonus. Donc là, la première chose à faire, ça va être de mettre l'alimentation. Et pour le coup, ce qu'on va faire, c'est bénéficier de la planche qui a été placée pour la mangeoire, pour placer le micro en dessous, pour le protéger des risques potentiels de pluie. Et ça suffira largement avec le câble qui passe au travers de la fenêtre pour pouvoir capter les sons extérieurs sans devoir placer le Raspberry Pi avec les intempéries. Ok, bah on l'installe? Ouais. Le câble. Tac. Allez, on ferme. Attends, vas-y, doucement. En vrai, le câble il est suffisamment fin, ça presse pas du tout sur la fenêtre. Voilà. Et alors nous, on passe le câble par la fenêtre, c'est pas idéal, mais par contre, on le met pas au niveau de la charnière, parce que là, si vous le mettez sur la charnière, il y aura encore plus de cisaillement et vous allez couper votre câble. Donc le micro est dehors, relié au Raspberry Pi là, qui est posé sur les graines. Et donc il n'y a plus qu'à se retrouver sur l'interface web pour voir si on reçoit le son de l'extérieur. Donc pour se retrouver sur l'interface de BirdNet, c'est comme dans tous les projets domotique, Raspberry Pi, ESP, tout ce que vous voulez, on récupère l'adresse IP qui nous a servi à nous connecter au périphérique et on la rentre dans le navigateur internet relié au Wi-Fi. Et donc là, j'y suis et on voit, bon, comme quoi, faut quand même prêter attention aux données qu'on peut recevoir, ça vous met en garde tout de suite. Exactement, parce que c'est pas parfait. Une première identification de... Elopsaltes ocotensis, ce qui n'est pas possible sous nos latitudes, et on va entendre ce que c'est, comment il l'a analysé. Parce qu'on peut déjà l'écouter. Voilà, donc clairement c'est pas un oiseau. Il y a un petit bruit de pelle quoi. Il y a quelqu'un qui s'est pris un coup de pelle. Alors dans l'interface, la première configuration qu'on va faire, c'est tout simplement en allant dans l'onglet Tools, on va avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe qui va être demandé. Pour l'instant encore une fois, c'est ce par défaut, n'hésitez pas à les changer vous-même. Là, c'est BirdNet sans mot de passe. Ensuite, on va dans les paramètres, donc dans Settings, et là, on va d'abord pouvoir choisir un modèle. Donc de base, le modèle qui est installé, il date de 2020 et vous avez toutes les indications qui sont données. Nous, c'est le modèle qu'on va laisser parce que c'est le modèle qui est le plus stable, le plus reconnu et qui a été forcément le plus utilisé. Mais ça peut être intéressant pour vous d'utiliser un modèle plus récent pour avoir des réglages encore plus fins. Puis une fois que vous avez choisi vos modèles, la latitude et la longitude à laquelle se situe le Raspi, vous allez pouvoir utiliser Birdweather, qui est un site internet qui fait une sorte de carte mondiale de tous les oiseaux qui seront rencontrés et reconnus en IA. Ce qui est hyper intéressant à des fins de recherche et simplement pour le plaisir et la curiosité personnelle aussi de participer à un grand projet scientifique comme ça. Alors Birdweather ne se base pas que sur BirdNet, il y a aussi d'autres données qui sont remontées. Et là par exemple, on voit la carte de France, enfin la carte d'Europe, et on peut voir par exemple toutes les espèces et leur localisation en temps réel. Et puis enfin, au niveau des autres réglages, ça c'est à vous de le découvrir, mais vous allez par exemple pouvoir gérer des notifications pour carrément recevoir des notifs sur votre téléphone quand un oiseau est détecté, etc. etc. Ce qui est très drôle, c'est que s'il y a un système de notification et que c'est open source, c'est qu'on peut potentiellement récupérer cette notification et donc la relier à un système domotique, et on pourrait carrément imaginer que le jour où vous entendez, par, je sais pas moi, un accenteur ou un butor à longue queue ou un butor, et ben vous allez activer toute votre maison qui passe en rouge en mode alerte, il y a un butor dans les 50 mètres autour de chez vous. C'est impossible en Ile-de-France, un butor. Si, c'est possible. Est-ce que c'est possible un butor en Ile-de-France sur un grand étang? Ouais, hein. Bon, nous vraiment, on va laisser les paramètres par défaut parce que rien que comme ça par défaut, vous avez remarqué, on peut déjà avoir des identifications. Donc on retourne sur le menu de base et par exemple, on va pouvoir aller dans le spectrogramme pour écouter en temps réel ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment une représentation visuelle, une représentation spectrale des sons environnants. Et pour le coup, c'est sur ça que va se baser l'intelligence artificielle pour détecter quels oiseaux et quels chants d'oiseaux sont correspondants. Par exemple, quand on va avoir un type de chant d'oiseau, on va avoir une signature, une écriture sur le spectre qui va être très identifiable. Et donc, c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir identifier cette petite signature-là qu'on va voir apparaître, qu'on va pouvoir le comparer et qu'on va avoir une identification d'espèce. Et c'est comme ça que les modèles d'intelligence artificielle sont créés. C'est grâce au savoir scientifique, c'est grâce à plein de bénévoles, de professionnels qui vont faire de l'identification, qui vont le rentrer dans une base de données, qui vont ensuite entraîner un modèle en IA dessus pour pouvoir après faire de la reconnaissance sur des données qui ont été précédemment rentrées par une main humaine. Et ça, c'est important de le préciser. Tout ça, c'est pas automatique, c'est aussi le travail de centaines de chercheurs à travers le monde. Allez, j'envoie un petit son d'oiseau, on voit si ça marche. Vas-y.
Donc Baptiste a mis le son de la mésange bleue et quand on se retrouve sur l'onglet des détections journalières, on voit tout de suite que là il est donc 20h36 et on a toutes les reconnaissances avec un pourcentage de confiance qui lui est attribué. On se retrouve lundi et on laisse ça tourner tout le week-end et on verra toutes les reconnaissances qu'on a pu avoir durant cette période. À demain. Bon, ça y est, ça fait maintenant près de 48 heures que Burnet tourne à l'atelier et quand on se retrouve sur la page d'accueil, on voit déjà qu'on a des statistiques. Alors vous allez voir, il y a des noms en français, des noms en anglais, c'est parce que j'ai changé la langue en cours de route. On a parfois 2 fois la même espèce, sauf que c'est soit en anglais, soit en français. Il y a une petite chose qu'on a modifiée juste après que le tournage soit terminé, c'est le modèle prédictif. Donc je vous l'avais dit, le modèle, on peut le changer dans les paramètres et donc j'ai pris le modèle qui était le plus récent. Et ce modèle-là, il a un paramètre supplémentaire qui est la fréquence d'occurrence d'une espèce. En fait, ça se base à la fois sur la situation géographique, donc nous on a rentré la longitude et la latitude de notre atelier, et ensuite on va définir le pourcent où cette espèce a déjà été présente dans l'année. Mais de toute façon, on voit qu'on a des choses très classiques comme le rouge-gorge familier, la mésange bleue ou encore la mésange charbonnière. Mais par contre, on a pu profiter de la présence de Manon pour lui faire écouter tous les divers enregistrements et pour voir si on n'avait pas eu des reconnaissances qui avaient bien fonctionné et qui n'étaient pas un petit peu plus rares. Et pour le coup, il y en a eu. Alors dans l'onglet Today's Detection, on peut remarquer qu'on a déjà 1054 détections aujourd'hui et 5763 au total. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes. Par exemple, ici on a le grain pro avec 76% de fiabilité, mais surtout le rouge-gorge familier qui a été détecté aujourd'hui à de multiples reprises à 94% de fiabilité, 92%, etc. voire même 80%. Ce qu'on va faire par contre, c'est que on va se rendre dans l'onglet Recordings parce que quand même le gros avantage de cette IA, c'est d'avoir quelques petites surprises. Et on s'est rendu compte qu'autour de l'atelier, il y avait une espèce un peu moins commune, un petit peu plus rare, alors dans toute proportion gardée, qui gravitait autour de chez nous, et c'est, en se rendant dans l'onglet By Species, le Eurasian Green Woodpecker qui se traduit en français par le pic vert. Et on a pu se rendre compte que à 78% de fiabilité, 81% de fiabilité et même 67% de fiabilité, sur ces 3 enregistrements, qu'on avait bien un pic vert qui se baladait autour de l'atelier. Et on l'entend juste là. On a fait vérifier, c'est bien le pic vert européen. Et donc, c'est vachement intéressant parce que, vu le taux de détection, on n'aurait certainement jamais pu le voir ni l'entendre parce que 3 fois en 3 jours, c'est pas grand chose. Et surtout, le micro, il chope à 360 degrés, à plusieurs dizaines, centaines de mètres aux alentours. On n'aurait jamais pu voir ça. Et c'est super de pouvoir le découvrir grâce à Burnet Pi. L'installation de Burnet, elle est pas très compliquée et sa découverte est absolument incroyable. Je suis fan de savoir et de pouvoir regarder toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a aux alentours. C'est un sujet qui m'intéressait pas beaucoup, mais grâce à ma belle-sœur et grâce à des projets comme ça, on peut un petit peu ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et la nature. Dit comme ça, c'est un peu mielleux, mais j'adore. Ce qui est vraiment super, c'est que ça s'adresse à tout le monde, que vous soyez débutant ou passionné de microélectronique et de programmation, ça s'installe relativement facilement, ça s'adresse à un très grand public. Vous allez pouvoir faire de la science participative grâce à ça, et ça n'a pas de prix. On fait avancer l'humanité doucement sur le chemin de la découverte de la faune et de la flore, c'est incroyable. Évidemment, c'est pas un usage qui est parfait, vous avez vu, parfois il y a des faux positifs, etc. Mais c'est justement en y accordant un petit peu d'importance, en s'attardant un petit peu sur ces chants d'oiseaux-là, que petit à petit, vous allez pouvoir affiner vos connaissances, et ensuite, pourquoi pas, vous balader dans la forêt et faire « Oh, is that a mockingbird ?» Merci infiniment à Manon du Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci chérie. Et merci à vous de continuer à suivre cette chaîne. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Restez curieux, gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. La science, c'est beau. Le DIY, c'est magnifique. À la prochaine. Ciao.